Oh hey, how you doing? Comment ça va? Bienvenue au Woman Talk That Talk, discussion entre femmes. Aujourd'hui, on va aborder un sujet super sérieux. On va parler de violence conjugale, de féminicide, des sujets qui sont pas très joyeux à aborder, mais qui sont quand même super importants. Vous avez certainement noté, si vous êtes au Québec, que on cumule les cas de féminicide depuis le début de l'année. Aujourd'hui, on en est à 10 féminicides, ce qui est très inquiétant. C'est donc pour cette raison que j'ai voulu aborder ce sujet avec Mélanie, intervenante au sein d'une des 43 maisons d'hébergement ici au Québec. On va retrouver Mélanie tout de suite. How you doing, Mélanie? Bonjour Sarah, très bien, toi? Ça va, bienvenue au Woman Talk That Talk. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation, de nous avoir accordé du temps pour pouvoir parler de ce sujet. Donc juste avant qu'on commence à discuter, je vais demander du coup qui est Mélanie. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi très rapidement? Oui, très rapidement. Donc, tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invitée. Effectivement, c'est pas un sujet qui est facile, mais c'est mon travail. C'est quelque chose qui me passionne de discuter de ce qui arrive effectivement en ce moment. Donc, mon nom est Mélanie Valente. Ça fait 12 ans que je suis intervenante dans une maison d'hébergement, la Maison Lester, et j'adore mon travail. Tu as toujours été intervenante ou tu as évolué un peu dans les postes, tu as pu voir différents aspects des maisons d'hébergement? J'ai touché à plusieurs postes. J'ai été pendant 8 ans ce qu'on appelle chez nous les intervenantes mère-enfant. Donc, où je travaillais c'est un des services que l'on rend en maison, où effectivement, je travaille avec les mères et les enfants qui viennent ici en maison et on travaille à reconstruire les ponts, à diminuer les conséquences de la violence conjugale. Donc, pendant 8 ans. Et maintenant, je suis ce qu'on peut appeler une intervenante attitrée aux femmes. Donc, spécifiquement au niveau femmes, avoir les démarches qu'elles ont à faire. On fait de ce qu'on appelle la dévictimisation. Donc, on travaille sur plusieurs aspects psychosociaux. Notre première mission, c'est la sécurité des femmes et des enfants. Ok. C'est ce qui explique que, par exemple, notre maison, elle est cachée, elle est confidentielle. On a tout plein de scénarios pour justement faire que les maisons restent confidentielles. On fait ce qu'on appelle de l'hébergement interne. Donc, les femmes qui viennent en maison, qui ont besoin pendant un temps X, un temps indéterminé, de venir comprendre, savoir qu'est-ce qui se passe, ou même se protéger de leur conjoint qui les harcèle et les cherche. On fait aussi ce qu'on appelle un suivi externe. Donc, une femme, par exemple, qui se pose des questions, qui aimerait peut-être quitter son conjoint ou est dans la relation en ce moment avec le conjoint, elle peut venir voir une intervenante ici à la maison d'hébergement, mais rencontrer toujours la même intervenante. Dans le fond, ils font ce qu'on peut appeler un suivi toutes les deux. Elles évoluent. Donc, ça, comme je l'ai mentionné, c'est une femme qui est dans la relation, qui pense à quitter, ou qui ne pense pas quitter, qui veut juste s'informer sur qu'est-ce qui se passe, ou même une femme qui a eu une situation, elle a été victime de violence conjugale et 3 ans ou 4 ans plus tard, elle a encore des conséquences et elle vient le travailler avec nous. Ta maison d'hébergement dans laquelle tu travailles, elle fait partie d'un groupe quand même de maisons qu'on appelle le regroupement des maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales. Est-ce que, je ne sais pas si tu as peut-être l'information, mais à ce jour, est-ce qu'on a noté une différence, une augmentation au niveau de l'accueil, au niveau du suivi depuis le début de la pandémie? Alors, le regroupement, effectivement, donc le regroupement qui a quand même 43 maisons au travers de tout le Québec, a voulu justement envoyer des sondages à toutes les maisons d'hébergement pour recenser un peu, pour avoir cette analyse-là. Donc, c'est sûr qu'il y a un portrait différent de quand ta maison d'hébergement, elle est urbaine ou quand elle est plus au niveau rural, tu sais, un peu plus éloignée, en région. Fait que les D'accord. aspects sont différents. Mais il y a deux choses qui ressortent. Dans le fond, si moi, par exemple, je peux parler aussi au niveau où on l'a senti dans ma maison d'hébergement, pour le premier confinement, ça a D'accord. été le calme plat. Je dirais que c'était horripilant de voir à quel point toutes les écoutes ont baissé.
il n'y avait plus aucune demande d'hébergement qui se faisait. C'était le silence total. Et ça, c'est Ok. vraiment quelque chose qui nous a inquiétés parce qu'on était, mon Dieu, maintenant, les femmes, elles sont prises au piège chez elles et elles n'ont pas de possibilité de nous appeler. Vous appelez. Dans une de mes écoutes, puis là, je parle vraiment spécifiquement au premier confinement, mais Oui. dans une écoute, moi, à un moment donné, que j'ai fait, ben, c'est une femme qui m'a appelée dans la voiture, puis qu'elle a donné comme excuse qu'elle s'en allait à l'épicerie, et elle n'en pouvait plus, et c'est pour ça qu'elle a appelé à l'aide. Mais il y a eu le calme plat. Encore une fois, je vais quand même mentionner que ça peut être différent de, par exemple, quand on est vraiment dans les grosses métropoles versus les régions. Donc, il y a certaines maisons qui, dans le fond, s'inquiétaient parce qu'elles étaient un peu plus vite que d'habitude. Nous, on a tout le temps, on a quand même maintenu un certain roulement, mais le premier confinement, c'était drastique. Le silence total, total. Wow. Une chose maintenant qu'on dénote aussi, que le regroupement nous a envoyé suite au sondage, a envoyé les résultats, c'est que c'est la gravité des actes de violence ou des périodes ou des épisodes de violence qui a somme toute augmenté un peu partout au sein du Québec. Et ça, c'était très préoccupant pour nous. Des violences graves et c'est elles qui mènent du coup au féminicide. Ou on est encore loin du féminicide? Ben, je ne pourrais pas nécessairement amener, il n'y a pas un continuum régulier. Je dirais qu'avant, il y avait le mythe qu'il y avait des formes de violence qui apparaissaient en ordre. Donc, que ça commençait au niveau plus verbal, psychologique. Ensuite venait l'aspect violence plus physique, agression et à la fin, l'agression sexuelle. Ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que ça donne un faux sentiment de protection aux femmes parce qu'il y a eu des assassinats de femmes que ça n'a jamais été répertorié, aucun acte, aucune plainte, aucun acte de violence physique, et pourtant ces femmes se sont fait assassiner. Donc, il n'y a vraiment pas une suite logique. Je dirais que, et c'est là l'importance de communiquer avec les maisons d'hébergement, parce qu'on a réussi, toutes les maisons et les régions ont réussi à développer ce qu'on appelle des évaluations, des grilles d'évaluation homicidaire, des facteurs importants qui peuvent donner place à penser qu'un homicide pourrait arriver. D'accord. Et quels seraient ces facteurs, par exemple? Par exemple, est-ce que la femme a déjà été étranglée? Est-ce qu'il y a, à la connaissance de la femme, est-ce que monsieur a déjà été violent envers d'autres femmes avant elle? Est-ce que monsieur consomme? Est-ce que monsieur a perdu son emploi? Est-ce qu'il est dans le fond, ce qu'on cherche à voir, c'est est-ce qu'il est instable? Est-ce qu'il pourrait considérer qu'il a tout perdu? L'écart d'intention, est très important. Si, par exemple, monsieur refuse catégoriquement la séparation, il est contre la séparation et il ne veut pas admettre que sa conjointe veuille partir, pour nous, c'est quelque chose d'inquiétant. Oui, carrément. Et évidemment, est-ce que madame a déjà essayé de quitter? Comment est-ce qu'il a réagi? Est-ce qu'il était harcelant? Est-ce qu'il a attendu? Quelles étaient ses réactions? Donc, ça, c'est des facteurs, par exemple, qu'on va évaluer dans la maison pour vraiment essayer d'avoir une estimation sur la sécurité de cette femme-là et de ses enfants, évidemment. Oui, d'accord. D'accord. Donc, au niveau juste pour revenir un peu à ce que tu as dit tantôt, par rapport au type de violences qui se sont aggravées, est-ce que tu peux être plus précise, par exemple? Je dirais que, par exemple, imaginons un couple où il y a déjà de la violence conjugale. Okay? Donc, et quand je parle de violence, évidemment que je fais référence à verbal, psychologique, donc toutes les formes de violence qu'on voit un peu moins. Okay? Et donc, le fait que, par exemple, à cause de la pandémie, monsieur ou madame a perdu son emploi. Donc, dans n'importe quel milieu familial, ça va apporter un stress dans la cellule familiale. Ouais. Et donc, mais là, c'est pire parce qu'il y a déjà de la violence. Donc, quand on va parler d'aggravation, on va vraiment parler au niveau que monsieur va brimer la liberté de sa conjointe et de ses enfants. Par exemple, là, elle a perdu son emploi, fait qu'il va exiger d'avoir un compte rendu sur chaque cent qu'elle a dépensé. Là, tu as perdu ton emploi. Pourquoi est-ce que tu as dépensé ça? Puis là, on ne peut plus. Fait qu'il va, par exemple, encore prendre plus de contrôle au niveau de l'aspect financier.
Si madame dit, ben écoute, pour vrai, je suis tannée, là, j'en peux plus, j'ai besoin d'aller voir ma mère, elle va pas bien, mais comment ça tu vas voir ta mère? Et là, les crises s'en viennent, les épisodes s'en viennent, et comme elle est, je vais le dire en bon québécois, pognée là, OK, ça va faire que, ben, elle va se dire, elle va faire comme il veut afin de s'assurer que ça ne dégénère pas. Mais dans les faits, c'est que ça va souvent dégénérer. Wow. Et c'est là aussi où, puis quand je parle d'aggravation, c'est qu'il y a clairement une vague là en ce moment. Il y a 10 femmes qui se sont faites assassiner. C'est horrible. 10 femmes. Et en même temps, je vais porter aussi attention sur, on dénombre 24 orphelins dus à ces assassinats-là. Puis je ne veux pas rentrer dans le sensationnalisme, pardon, mais c'était la fête des mères dimanche C'est dernier. important. Ouais. Et ces enfants-là ont perdu leur mère. Ils n'ont pas pu leur souhaiter bonne fête des mères. Et en plus, ils l'ont perdu dans des conditions atroces. Donc, je pense que quand on parle d'aggravation, cette statistique parle d'elle-même. Ouais. Je me rappelle, moi, quand je suis rentrée il y a 12 ans, je voulais me renseigner sur c'est quoi le portrait type de la femme qui est à risque de vivre de la violence conjugale, c'est quoi le portrait type du conjoint qui est à risque d'être un agresseur, dans le fond. Et la première chose qu'on m'a dit, c'est il n'y en a pas de portrait type. Il n'y en a pas. Pourtant, c'est un mythe qui perdure encore et toujours. On s'imagine que c'est les personnes qui viennent d'une strate financière un peu plus basse, qui n'ont pas d'éducation. Mais ce n'est pas vrai parce que la violence conjugale, ça peut être une femme qui est notaire, une femme qui est avocate, un agresseur peut être un policier, un médecin, un notaire. Donc, il n'y a aucun type typique à la violence conjugale. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. En parlant de violence conjugale et qu'il n'y a pas de type en particulier, quels seraient tes conseils ou tes consignes en fait pour qu'on puisse prévenir de quand ça arrive, à quel moment il faut partir, comment il faut se convaincre de partir, qui appeler, tout ça, comment est-ce qu'on fait parce que c'est compliqué. Écoute, je pourrais te donner une formation de 3 jours parce que c'est ce qu'on donne aux filles. Je vais vraiment essayer de synthétiser. J'ai beaucoup de femmes qui m'arrivent en maison et me disent pourquoi j'attire ça? Pourquoi est-ce que... Parce qu'ils vont se dire c'est 1, c'est 2, c'est leur 3e conjoint, par exemple. Et vraiment, ça aussi, on essaie de l'enlever parce que chez nous, ce qu'on croit, c'est que le responsable de la violence, ben, c'est l'agresseur. Okay? On essaie vraiment de sortir la victime, d'avoir un millième, ne serait-ce que de sentiment de culpabilité. Parce que moi, ce que je lui dis, c'est est-ce que toi, quand c'était tes premières rencontres, est-ce qu'il était comment? Ah, là, on va me le décrire comme gentil, doux, fin, à l'écoute, le prince charmant, galant même, ce qu'on retrouve un peu moins maintenant, on dirait. Et là, maintenant, exactement. Et là, aujourd'hui, je dis, OK, mais parle-moi de lui maintenant. Fait que, évidemment, là, c'est là où on va voir toute la violence qui est ressortie, tout le dénigrement, les injustices, la colère, etc., qui va en ressortir. Et donc, moi, ce que j'ai dit, c'est, fait que tu n'as pas attiré ça. Il y a un homme qui s'est présenté à toi avec une image, laquelle tu as cru, puis ils sont bons, hein? Ils peuvent vraiment garder cette image-là pendant un certain temps quand même. Hein? On tombe dans le panneau. Et c'est là après que la violence apparaît, en fond. Donc, j'aimerais vraiment là, qu'on enlève l'idée que ce sont un certain type de femmes qui attirent un certain type d'hommes. Puis par rapport à la prévention, bien, ça nous mène à ça. Bien, la prévention, mon Dieu, c'est d'aller dans les écoles. J'ai la chance de beaucoup aller dans les écoles, parler avec les adolescents parce que c'est là où ils vont commencer à expérimenter leur première relation amoureuse, de définir c'est quoi une relation saine versus c'est quoi une relation qui est malsaine. La jalousie, est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est une preuve d'amour? 98% des jeunes vont me dire ben oui, c'est correct tant que c'est pas trop intense. Ça donne un peu de piquant, ça donne du flavor à la relation. That's it.
Mais c'est ce qu'ils me disent, alors que je me dis, OK, mais il y a tellement des façons positives de mettre du piquant. Non. Et je ne vais pas faire ma tante en me disant, mais tu peux, tu sais, ton chum peut te montrer tout son intérêt parce qu'il est fier que tu aies eu une bonne note dans quelque chose que tu avais de la difficulté, parce qu'il est fier que tu as monté un nouveau projet, au lieu de pourquoi est-ce que tu t'habilles comme ça? C'est bien trop court, ça, pour être avec moi? Qu'est-ce que les autres ils vont dire? Donc, moi, je pense que la prévention, ça commence par de l'éducation. Yes. J'aurais aimé, moi, quand j'étais à l'école secondaire, qu'on m'explique c'était quoi une relation saine. Puis une relation saine, là, c'est bon tant dans ta relation amoureuse que dans ta relation avec les amis. Les gens toxiques, il y en a partout, d'être capable de les reconnaître. Fait que, prévention, mon Dieu, prévention à l'école. Si je vais avec un spectre un peu plus large, si tu me permets. Oui, bien sûr. Excuse-moi. Moi, je la réponse, oui, hein. Mais chez nous, on est vraiment fiers à la Maison Lester à Laval. On a réussi à établir que les procureurs, dans le fond, ceux qui sont, je ne veux pas dire, c'est les avocats qui travaillent, dans le fond, pour représenter les victimes lorsqu'il y a eu un bris au niveau criminel. Donc, vraiment, elles sont victimes d'actes criminels, je vais le dire comme ça. D'accord. Elles nous ont demandé, c'est un échange, on se forme mutuellement. Les procureurs nous disent qu'est-ce qu'elles ont besoin pour que la victime soit préparée. Et nous, on leur dit, voici comment une femme victime de violence conjugale peut réagir. Voici pourquoi est-ce que c'est si difficile de la sortir de là. Tu posais la question, Sarah. Puis on a formé les procureurs avec le cycle de la violence conjugale. Donc, on a une communication. D'accord. La police de Laval, à tous les 2 ans, on forme des policiers à Laval parce que ce sont les premiers répondants. D'accord. Ce sont les premiers répondants quand il va y avoir une scène, quelqu'un va avoir appelé la police. Et donc, s'ils savent reconnaître que la femme qu'ils ont devant eux, c'est une victime, ça va tout changer l'orientation de leurs interventions. Oui. Donc, encore une fois, c'est l'instruction. Je pense que tout part de là. Même, on peut aller plus loin, puis on peut même former des médecins. Parce que si ton médecin de famille te voit et qu'il apprend à te dire comment vous allez physiquement et de poser la question, comment ça se passe à la maison? Puis que là, il voit il y a des petites affaires, il y a quelque chose qui revient tout le temps, puis de lui poser la question à sa patiente, est-ce qu'il vous arrive d'avoir peur de votre conjoint? Oh. Une simple question. Une simple question. As-tu peur de lui? Parce que dans toute relation saine, tu peux te disputer avec ton conjoint, mais tu n'as pas peur de lui. Tu n'as pas peur de ses réactions. D'ailleurs, en parlant des policiers, parce que parfois on entend très souvent dire que lorsqu'on porte une plainte, elle n'est pas forcément prise au sérieux. Que on leur dit non mais ça va passer, rentrez à la maison, retournez avec votre conjoint, des choses comme ça. Est-ce que vous, cette formation, finalement, elle est aussi importante parce que ça veut dire que lorsqu'une femme va porter plainte, on va la prendre au sérieux tout de suite? C'est ce que je crois. C'est vraiment ce que je crois. Encore une fois, je me permets de parler ici par rapport à Laval. Maintenant, il y a un nouveau protocole que dès qu'il y a un appel qui est au dispatch, qui parle le 911, qui concerne une femme et un homme, ça va être automatiquement associé à de la violence conjugale. Donc, il y a le protocole violence conjugale qui se met en place. Donc, malheureusement, avec les homicides qu'on a vécu déjà dans les derniers temps, mais même avant, c'est pas, je dirais que c'est une des pires vagues à ma connaissance. Je pense que c'est la pire vague d'homicides qu'on voit, mais il y en a déjà eu d'autres vagues avant. Et les policiers se sont adaptés aussi et ont collaboré avec les maisons d'hébergement où justement, parce que derrière chaque uniforme, que ce soit ta toge de juge ou d'avocat ou ton équipement de policier, il y a un être humain en arrière et un être humain avec ses idéaux et ses préjugés. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller les former pour qu'ils soient sensibilisés à toutes les problématiques sociétales.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et j'aime aussi l'approche que tu as. C'est très rare que j'entends ce genre enfin, d'intervention sur la formation que vous faites au sein de tout ce personnel, donc là, que ce soit la police, côté juridique, c'est pas partout qu'on entend ce genre d'intervention. Est-ce que c'est uniquement propre à la maison d'hébergement ou ça se fait, c'est la règle au Québec, par exemple? Ben, pour nous, la violence conjugale, encore une fois, on va démystifier quelque chose. Avant, c'était de l'ordre du privé, hein. Ce qui se passe dans la maisonnée reste dans la maisonnée. Hmm. Pour nous, notre vision de la chose, et je crois la bonne, c'est que la violence conjugale, c'est une problématique sociétale. Yes. C'est de société. Il me faut l'aide des écoles, il me faut l'aide des policiers, il me faut l'aide des avocats pour qu'ensemble, on arrive à mieux comprendre la dynamique des choses qui se passent. Comme par exemple, une femme qui, ça fait 3 fois qu'elle la laisse, 3 fois qu'elle revient. Fait avant, un policier ou un avocat ou n'importe quelle institution là, aurait pu se dire, bon, ben regarde, là, tu retournes tout le temps, là, fait que ça ne sert à rien, là, je veux dire, Hmm. tu sais ce qu'il y a à faire, C'est puis je ne vrai prends pas ta plainte ou ta plainte ne me paraît pas crédible parce que ça fait 3 fois que que tu reviens. tu fais des back and forth ou que tu Hmm. reviens. Mais maintenant, aujourd'hui, j'ai l'ambition de penser qu'ils vont se dire, OK, non, t'es prête là? OK, t'es prête? C'est maintenant qu'on y va. Go, on fonce. Si vous entendez des bruits de violence, faut pas se dire non, non, ça me regarde pas, c'est leurs affaires. La violence conjugale, ça concerne tout le monde, c'est une affaire de société. Donc ça, c'est vraiment très très bien de le préciser parce que très souvent, surtout moi, en tant que femme noire dans nos communautés parfois, très souvent, tu sais, on entend le tonton, la voisine, la copine et on va pas appeler parce qu'on n'a pas envie de se mêler de leurs affaires, c'est leurs affaires, c'est tabou, on fait comme si on n'a pas vu, tu vois. Alors que, Ben, c'est tout le monde. Puis moi, j'ai envie de dire, ben, tu vois, moi, je suis du côté des Portugais. Moi, je suis portugaise. Et c'est ça. Toutes les femmes, ce qu'elles ont enduré parce qu'on ne peut pas se divorcer, ça paraît mal de se séparer. Donc, tous les difficultés qu'on peut imaginer pour une femme, juste en plus de vivre dans une société, dans une communauté très, très, très qui sont sur le regard de tout le monde. Tu sais, on se sent des fois, autant que la communauté peut nous aider, que des fois on se sent sous le joug et le regard de ce que tous les autres vont penser. Moi, ce que j'ai envie de vous dire ou de leur dire, c'est que tu mérites tellement mieux. Tu mérites tellement mieux que de te faire traiter, de te faire lyncher comme ça. Tu mérites tout ce qu'il y a de plus beau à avoir. C'est sûr que ce n'est pas un chemin facile. Tu sais, la séparation, après être autonome, être avec soi-même, en plus être avec les enfants, c'est évident que c'est pas facile. Mais les intervenantes, on est là, on va appuyer. Là. Il y a une femme qui est partie de la maison il n'y a pas longtemps, puis j'ai dit, tu sais, nous, on sort de ta vie quand tu décides qu'on sort de ta vie. Hein. À partir du moment qu'elle part, ben nous, on reste là, on est présente, on appuie. J'ai des femmes que ça fait plus d'1 an qu'elles ont quitté, puis parce qu'on a un système judiciaire quand même qui accuse des retards, en plus avec la pandémie et tout ça, fait que c'est plus long, c'est plus lent avant par exemple, conclure le divorce ou peu importe des raisons. Et elle nous appelle et dit, bon, ben, j'ai une date de cours prochainement, est-ce que tu viendrais avec moi? Puis on y va. On va toujours tout faire pour accompagner une femme, toujours. d'accord. Donc, si tu te sens, si tu as l'impression que ça se peut pas que tu sois capable de te débrouiller par toi-même, moi, j'ai juste envie de te dire qu'on est là. Puis on va faire chaque pas avec toi, un à la fois. Mais j'avais une question. Toi, en tant que, c'est une question peut-être personnelle, un petit peu. En tant qu'intervenante, qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que tu ressens à chaque fois que ces femmes viennent te voir et tu les vois, ce qu'ils viennent de subir? Comment est-ce que comment est-ce que tu le vis déjà en tant que, est-ce que tu arrives à dissocier de toi, de ta position de femme aussi? Je pense pas qu'on puisse se dissocier de ça. C'est une femme, je suis une femme qui entend ce que l'autre femme devant moi me dit. Même si on n'est pas de la même culture ou on ne parle pas la même langue, on est dans une société encore aujourd'hui patriarcale. Donc,
même si aujourd'hui, c'est moi qui suis assise dans la place d'intervenante, je ne sais pas qu'est-ce qui peut m'arriver demain. Je ne le sais pas. Donc, je vis dans cette société où la violence, elle est minimisée, où on ne pense pas que c'est si grave que ça, où on pense que ben peut-être que tu as quelque chose à voir, si tu avais mieux agi, si tu t'étais mieux comporté, si tu avais mieux soutenu ton mari, ça ne serait pas arrivé. Donc, il est impossible pour moi de me dissocier. Cependant, nous ici, on travaille, on est féministes. Donc, j'avais vu une de tes vidéos sur le féminisme. Yes! Et donc, nous, on travaille, notre façon de faire, c'est de travailler avec la partie forte de la femme. OK. Donc, je peux entendre des atrocités, mais la femme qui est devant moi, c'est une femme qui a quitté, qui est avec moi aujourd'hui. Puis ça se peut qu'elle retourne avec le conjoint. J'enlève pas ça, OK? Mais c'est une femme que juste d'avoir réussi à survivre ce qu'elle a survécu, elle est d'une force incroyable. Ouais. Et moi, ce qui me tue, c'est à quel point elle sent qu'elle n'est rien, qu'elle est faible, alors que moi, ce que je vois, c'est une femme grandiose. Donc, j'ai un travail, très difficile, mais les femmes sont fantastiques. Si vous pouviez voir comment ces femmes-là arrivent en maison d'hébergement versus comment elles partent, pour moi, là, c'est l'aboutissement de tout. Et comme je l'ai dit, il y a des femmes qui décident de retourner avec le conjoint violent. Et c'est correct parce que moi, tout ce que je veux, c'est que s'il arrive quelque chose, je veux qu'elle me rappelle. Donc, dans toutes mes interventions avec elle, je vais la sensibiliser, je vais l'éduquer sur la violence conjugale, mais je vais y aller aussi à son rythme. Je vais y aller à son rythme parce que tout ce que je veux, c'est qu'elle m'appelle. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations. J'aime beaucoup en fait l'approche que tu as. Ça se voit que c'est une approche de professionnel. En effet, on parle pas juste dans le vent, c'est vraiment très très concret. Et moi, c'était important pour moi d'avoir justement cette intervention en tant que professionnelle qui travaille avec ces femmes-là parce que on peut un peu, ça nous permet juste pas de mettre le doigt, mais d'avoir un aperçu de comment ça fonctionne. Et toutes celles qui pensent que parce que vous allez demander de l'aide, c'est de la faiblesse. Non, au contraire, c'est une force, en fait, c'est se prendre en main et montrer aussi que le travail que vous faites, finalement, c'est que du positif, en fait, pour justement les aider à sortir et qu'il n'y a pas de jugement, surtout. La violence conjugale, elle est très méconnue, elle est très méjugée parce que c'est facile à dire de l'extérieur pourquoi tu quittes pas, pourquoi est-ce que tu t'en vas pas. Alors que, en passant, le moment le plus dangereux de la relation, c'est quand la femme quitte ou quand monsieur pense qu'elle veut quitter. Donc, c'est vraiment là où les assassinats arrivent. D'accord. Ou quand madame a un nouveau conjoint. C'est dans ces deux moments-là très charnières, qui va faire que la dangerosité va augmenter. D'accord. Donc, quand on dit que c'est facile de quitter, c'est tellement faux. C'est surtout si tu as eu un conjoint qui t'a menacé de mort à multiples reprises. Tu y penses à 2, 3 fois avant de t'en aller. On pense toujours c'est que ça arrive, peut-être que ça arrive aussi dans la relation, lors des disputes et tout ça, mais c'est aussi important de préciser que tu peux prendre la décision de partir, mais t'es pas à l'abri qu'il va pas te suivre. Un conjoint violent, ce que ça veut faire, c'est contrôler. Donc, si toi, comme conjointe, tu lui dis « je te quitte », ah non, là, ça ne marche pas parce que ce n'est pas lui qui l'a décidé. Donc, il perd son contrôle. Tu sais, quand des fois on dit il y a eu perte de contrôle, il l'a tué, mais c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Parce que tout dans la violence conjugale, c'est une prise de contrôle et non pas une perte de contrôle. S'il a menacé qu'il se suiciderait si tu pars, comment est-ce que tu vas oser partir? Avec ça sur la conscience de te dire « Oh my God, s'il se suicide, c'est à cause de moi. » C'est tellement difficile. Ouais. Et donc, comme je disais, c'est un conjoint violent, ce que ça a besoin, c'est de contrôler sa victime. Donc, si toi, tu décides, s'il soupçonne que tu veux partir, ça devient très dangereux parce qu'il a l'impression de perdre son contrôle sur toi.
C'est ce qui explique Ouais, il ne veut aussi. pas perdre sa chose. Non, Ouais, ben c'est pour très bien. vulgariser un peu le truc. Waouh. C'est sa possession. Tu l'as très bien nommé. Alors, ce n'est pas sa conjointe de égal à égal, c'est sa possession, c'est sa femme, c'est sa conjointe. Waouh. On arrive presque à la fin donc de cet échange. Je te remercie encore une fois énormément pour ton intervention, Mélanie. Pour toi, quelle serait déjà en deux parties? Si les femmes veulent vous contacter, comment est-ce qu'elles font? Et de deux, qu'est-ce que tu aurais à leur dire comme mot de la fin, par exemple, à toutes ces femmes qui en ce moment traversent des moments difficiles dans leur couple? Je parle de façon violente, avec leur conjoint qui est violent, qui a une emprise sur elles et qu'elles ont l'impression que ça ne va jamais finir. Quels seraient tes conseils d'expert? Alors, la première des choses, c'est d'appeler SOS violence conjugale. Okay? Comme je disais, c'est un peu comme le 911 qu'on connaît pour la police. SOS violence conjugale va centraliser tous les appels. Et elles vont, par exemple, si moi j'ai besoin d'un hébergement, que j'habite à Joliette, elles savent où il y a de la place et donc elles vont me transférer là où il y a de la place. Okay. Si, par exemple, je suis de Laval et je veux un suivi à l'externe, donc venir rencontrer quelqu'un pour comprendre qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui se passe dans mon couple. Et j'ai dit, j'aimerais ça venir dans une maison à Laval. Elle va me diriger immédiatement l'appel. Elle ne va pas me donner le numéro que moi j'ai besoin de recomposer. Là. Elle va me diriger. Comme ça, on s'assure que la femme ne raccroche pas, puis que là, le courage parte un petit peu et elle ne l'appelle pas. Donc, elle la dirige directement aux maisons d'hébergement. Donc, le numéro, c'est le 1-800-363-9010. Donc, le 1-800-363-9010. Donc, ça, c'est le numéro à composer. Pour ce qui est de qu'est-ce que je dirais à une femme, l'important, c'est d'appeler. Pour de vrai, c'est d'appeler. Si au moins vous m'appelez, moi ou une autre des intervenantes, vous allez être accueillis. J'aime beaucoup dire aux femmes que nous, on parle le même langage qu'elles. On parle le même langage. Je ne te jugerai pas. Je vais t'écouter. Je vais même te croire. Si tu as besoin d'accompagnement, je t'accompagne. J'ai envie de te dire qu'il existe une autre vie que celle que tu connais. Ils te font penser que tu ne pourras pas te débrouiller sans eux, que tu es une bonne à rien, que tu ne vaux rien, puis qu'en plus, avec les enfants, comment est-ce que tu vas faire? Mais il y en a des solutions. Ils ont cette capacité de te faire penser qu'ils sont omnipotents, omniprésents. Ben, nous, on t'apporte une autre option. Donc, c'est vraiment ce que je dirais, c'est de... Puis si jamais vous avez une amie qui vous le dit, qui vous dévoile qu'elle est victime de violence conjugale, juste de l'écouter puis de la croire. C'est la chose à faire, c'est de croire la femme. De ne pas lui mettre de pression à ce qu'elle prenne une décision, puis la bonne décision. De ne pas l'encourager à partir si elle est prête à partir. De rester proche d'elle. Même si elle était sur le bord de quitter, puis que finalement, elle retourne parce que monsieur est redevenu gentil, monsieur est redevenu fin, puis monsieur va changer, puis là, elle y croit, puis là, c'est la bonne. Restez alentour, restez proche. Parce que la journée où elle va avoir besoin d'aide, il faut qu'elle sache qu'elle peut composer votre numéro de téléphone. Là, on va passer à une partie, en fait, généralement, c'est toi qui pioches, mais je vais piocher à ta place, je vais te lire et toi, tu vas me répondre, ok? Donc, c'est juste la partie un peu le fun de l'émission pour terminer cet épisode. Donc, je vais te prendre un smiley. Je vais te prendre, attention, j'essaie de mixer ça bien, une étoile et je vais te prendre un cœur, ok? Donc, je vais commencer par le cœur, toujours par l'amour. Cite 2 choses qui te rendent heureuse. Ah, mes enfants. C'est pas compliqué. Dès que je suis avec mes enfants, je vais beaucoup mieux. Et mon Dieu, être avec mes amis, rire de bon cœur, là. Ça, là, c'est un bon moment. Ah, ça fait du bien, hein? Oui, oui. Surtout en ce moment, je sais pas si tu arrives à les voir souvent.
C'est ça, j'allais dire. Surtout en ce moment, je pense que c'est pour ça que je l'ai sorti en deuxième parce que cela me manque vraiment beaucoup. L'étoile. Complète cette phrase. Ma meilleure qualité est, 3 petits points, parce que, 3 petits points. Alors, ma meilleure qualité, je dirais l'ouverture. Parce que pour de vrai, je ne juge pas. Les gens qui sont alentour de moi savent que je ne juge pas. Je suis juste à l'écoute. Je chill. Je relaxe. C'est une très très bonne qualité. En plus, avec le métier que tu fais, c'est En plus, une superbe qualité. T'imagines si t'arrivais là-bas et que tu commençais à juger, non mais t'as vu comment t'es habillée, c'est normal. oh non, écoute, là. C'est génial. Alors, le dernier, c'est un smiley. Ah, ça, celui-là, il revient souvent. Donc, répète cette phrase. Je suis une femme merveilleuse et ce n'est pas un mensonge. Ah, j'aime ça. Je suis une femme merveilleuse et ce n'est pas un mensonge. Encore une fois. Je suis une femme merveilleuse et ce n'est pas un mensonge. Nice! J'adore. Ah, j'y crois. Comment? J'y crois, pour de vrai, oui. Oui, il faut y croire. Tu l'es en plus. Déjà, ce que tu fais, c'est déjà, ça te rend déjà merveilleuse. Aider les autres, c'est... Je pense que, tu sais, ce sentiment quand tu rentres chez toi, tu es en mode, comme tu as dit, tu les vois accomplis, peut-être pas accomplis, mais ce changement, et tu te dis, bah, j'ai participé à ça. Non? Ça va pas te faire un petit côté... Ouais. Ben oui, écoute, quand on voit les femmes partir, on est un peu... on gonfle un peu les pectoraux et on est comme ça parce que... tu sais, des fois, j'aimerais ça que les femmes me voient comme moi, je les vois. Si elles pouvaient 2 secondes juste être à l'intérieur de moi et voir au travers de mes yeux comment je les trouve fantastiques d'être encore là aujourd'hui puis de se battre pour elles et pour leurs enfants. C'est moi qui ai beaucoup d'humilité et de remercier qu'elles se confient à moi, qu'elles me donnent leur vécu. C'est très généreux de la part des femmes. Donc, c'est moi qui suis chanceuse. Ouais. Nice. Et ça te rend merveilleuse aussi. C'est là où je voulais en venir. Eh bien les amis, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que vous avez trouvé une information précieuse qui vous servira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous. Sensibiliser autour de la violence conjugale, c'est super important et encore plus important pour éviter juste que nos amis, nos sœurs, nos tantes, nos cousines, nos mamans soient affectées, en tout cas le moins possible si c'est possible. Donc abonnez-vous, laissez vos likes, laissez-nous dans les commentaires, partagez vos avis de ce que vous avez pensé de cet épisode, des informations qui nous ont été données par Mélanie. Et oui, si vous nous avez écouté jusqu'ici, si vous aimez notre contenu, faites-nous un don PayPal, le lien est dans la bio. On a besoin de grandir, de payer une équipe, donc on a besoin de votre soutien aussi. Mais dans tous les cas, je vous retrouve dans le prochain épisode. Bisous, à la prochaine, salut!